Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre pour cette édition de 22 heures. Au sommaire de ce journal. Réunion aujourd'hui du Conseil des ministres, c'était la 6e séance qui s'est tenue au palais présidentiel. Autre nouvelle également internationale, Moscou et Washington se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu. C'était les titres, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin la 6e séance du Conseil des ministres. Plusieurs textes ont été examinés et approuvés, dont notamment un projet de loi portant sur les codes de médicaments et les pharmacies, mais également un projet de loi portant sur création et l'Agence nationale de coordination de la réponse du VIH au sida, au paludisme et au tuberculose. Je vous propose d'écouter le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 23 février 2016. Étaient inscrites à l'ordre du jour 9 questions. La première question concerne un projet de loi portant code des médicaments et de la pharmacie. Ce code est un répertoire de textes régissant les médicaments et la pharmacie. Au vu du développement du secteur de la santé ces dernières années, ainsi que du secteur pharmaceutique, il est apparu plus que nécessaire la mise à jour de l'arsenal juridique afin d'accompagner cet élan. Il s'agit entre autres des textes nécessaires à l'enregistrement des médicaments pour garantir la qualité de ces mêmes médicaments entrant sur notre territoire et ceux établissant les normes des établissements pharmaceutiques. Ce code consolidera l'arsenal juridique déjà en place pour mieux lutter contre les contrefaçons des médicaments et la circulation des produits illicites et d'autre part la reconnaissance mutuelle des enregistrements sous-régionaux de médicaments. La deuxième question est relative à un projet de loi portant création de l'Agence nationale de coordination de la réponse au VIH-Sida, paludisme et tuberculose. La création de l'agence répond à l'impératif de redéfinir l'ancrage institutionnel afin de restructurer et de redynamiser la multisectorialité de la réponse face à une absence de coordination, une chute des indicateurs ou un épuisement des financements. La réponse devant être multisectorielle, un ancrage sous la tutelle de la primature permettrait d'assurer l'arbitrage entre tous les acteurs contribuant à mieux garantir la réussite de cette agence dans sa mission de coordination. Cette agence aura le statut juridique d'un établissement public à caractère administratif avec une autonomie de gestion administrative et financière. Ce nouveau système managérial plus adéquat permettra aussi de mobiliser les ressources financières nécessaires et d'améliorer les résultats liés à la performance. Cette agence sera la structure d'harmonisation et de création d'une synergie des interventions par rapport aux réponses aux 3 maladies prioritaires. Également au cours de ce conseil, des projets de décret de nomination et un projet portant approbation du plan de secours spécialisé de l'aéroport international d'Ambouli. Les détails sur ces projets avec le ministre des Affaires étrangères. La troisième question concerne un projet de décret portant approbation du plan de secours spécialisé de l'aéroport international de Djibouti. Ce plan a pour objectif de fixer l'organisation de secours et le sauvetage des vies humaines en cas d'accident survenant à l'aéroport ou dans son voisinage immédiat. Ce plan définit les procédures pour la coordination des différents intervenants, dresse l'inventaire des moyens en hommes et en matériel engagés par les services publics et privés. Des exercices réguliers sont conduits par le comité de secours de l'aéroport international de Djibouti et ce plan va renforcer ces actions par l'apport de moyens appropriés. La quatrième question est relative à un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat. Madame Amina Ahmed Abdallah, magistrate, conseillère à la Cour d'appel, et Monsieur Mohamed Abdallah Ali, conseiller à la Cour suprême, sont agréés pour l'exercice de la profession d'avocat de par l'expérience cumulée au sein des différentes juridictions dans lesquelles ils ont servi. La cinquième question concerne un projet de décret portant nomination du directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. Monsieur Moustapha Mohamed Ismail est nommé directeur de l'agence. Il jouit d'une solide expérience dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a déjà occupé les fonctions de responsable des services Internet de Djibouti, Télécom et de directeur du projet e-Government.
La 6e question concerne un projet de décret portant nomination d'un conseiller technique du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, M. Mohamed Hassan Mohamed, technicien de première classe et 4e échelon du corps de l'équipement et des travaux publics, est nommé conseiller technique du ministre des Affaires musulmanes. La 7e question est relative à un projet de décret portant nomination d'une inspectrice générale, administrative et financière à l'inspection générale des services de santé, au ministère de la Santé. Madame Deqa Esman Aden, administratrice civile de 2e classe, 1er échelon du corps de l'administration générale, est proposée au poste d'inspectrice administrative et financière à l'inspection générale des services de santé. La 8e question concerne un projet d'arrêté portant octroi de gisement de calcaire à la cimenterie d'Ali Sabieh. La concession provisoire des sites de gisement de calcaire répertoriés et délimités dans l'arrêté numéro 2009-905 présidence par ministère de l'Énergie du 19 décembre 2009 est accordée donc à la cimenterie d'Ali Sabieh ses droits d'exploitation de ces sites tout en respectant le code de l'environnement. En fin de séance, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a fait rapport au Conseil sur les Jeux nationaux de la jeunesse. Le ministre des Affaires étrangères a pour sa part fait rapport au Conseil des ministres sur le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne qui s'est tenu au ministère des Affaires étrangères le 20 février 2016. Magazine de ce soir, la coopération djibouto-saoudienne est au centre des travaux de la première commission mixte réunissant les hauts responsables des pays. Explication avec Hamza Mohamed. Cessant ouvert ce matin à l'Institut des études diplomatiques les travaux de la commission mixte djibouto-saoudienne de coopération. Travaux qui sont conjointement présidés côté djiboutien par le secrétaire général de la primature Negib Abdallah Kamil et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Mohamed Ali Hassan et côté saoudien par le secrétaire général du ministère du Transport, l'ingénieur Faisal bin Ali Al-Zain. Tous les domaines de coopération portant sur les appuis financiers, l'investissement, l'éducation, la santé, l'énergie, les transports et les communications, la culture et le pèlerinage, la construction d'infrastructures au profit de la jeunesse et le sport seront tous abordés au cours de ces travaux. Les concertations se poursuivront 3 jours durant et seront clôturées par la signature d'un procès verbal jeudi. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, a tout d'abord souhaité la bienvenue à la délégation saoudienne conduite par l'ingénieur Faisal bin Ali Al-Zain. Il a ensuite souligné l'importance de cette réunion. Le secrétaire général du ministère saoudien du Transport, l'ingénieur Faisal bin Ali Al-Zain, a remercié pour sa part le gouvernement djiboutien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation, rappelant l'excellence des relations existantes entre les deux pays. Des pays arabes voisins, partageant la même culture et la même religion, ayant une histoire commune, il s'est déclaré persuadé que ces travaux seront pleinement réussis et permettront d'évaluer réciproquement le soutien et l'apport que chaque pays a l'autre à la lumière, notamment de ce qui se produit actuellement au Yémen. Le secrétaire général de la primature, Negib Abdallah Kamil, a pour sa part évoqué l'état d'avancement des projets financés par le Royaume d'Arabie Saoudite et placés sur un fonds dirigé par la primature. Je tiens à vous remercier chaleureusement, mesdames et messieurs de la délégation saoudienne, pour toute l'assistance et le soutien indéfectible que le Royaume d'Arabie Saoudite apporte à l'égard de notre pays depuis son accession à l'indépendance à travers de différents projets socio-économiques. D'une grande importance pour nous porte sur plusieurs projets d'accords spécifiques aux différents départements du gouvernement et symbolise notre lien d'amitié profondément ancré. D'autre part, je tiens à rappeler que le programme d'investissement national PIN, qui est sous l'emplacement institutionnel de la primature, constitue un atout considérable car il repose sur la volonté et le soutien politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. En effet, ces programmes qui bénéficient d'un soutien financier et technique du Royaume de l'Arabie Saoudite à hauteur de 50 millions de dollars et d'autres partenaires arabes est principalement orienté vers la lutte contre la pauvreté.
En nouvelle nationale toujours et à l'approche des élections présidentielles de 2016, la Commission électorale nationale indépendante a entamé hier une visite d'inspection et de supervision dans les arrondissements 4 et 5 de la commune de Balbala. Cette visite d'inspection avait pour principal objectif de contrôler et de superviser les opérations de distribution des cartes électorales. La CENI, dont les membres sont assermentés, sillonne l'ensemble du territoire national pour constater de visu le bon déroulement des opérations de distribution des cartes électorales et tout ce qui a trait en amont aux futures élections présidentielles. Rappelons que parallèlement à la visite d'inspection de la CENI aux arrondissements 4 et 5 de Balbala, une autre équipe de la CENI a effectué une inspection du même genre à Djibouti-Ville. Et la Commission électorale nationale indépendante qui a entamé hier ses opérations de contrôle et de supervision quant au bon déroulement des élections présidentielles 2016 a tenu ce matin au siège du Palais du Peuple sa première séance plénière en présence de tous les membres de la dite commission. Cette importante réunion a été présidée par le président élu de la CENI, Abdi Ismail Hersi. La suite dans ce commentaire. À l'ordre du jour de cette réunion, un tour d'horizon des différentes missions de la Commission électorale nationale indépendante. Durant cette réunion, l'organisation des activités à venir de la CENI était au cœur du débat et des échanges entre ses membres. La composition et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante sont régis par les dispositions d'un décret présidentiel. Elle a une représentation à Djibouti-Ville et dans les 5 régions de l'intérieur, raison pour laquelle les 5 vice-présidents sont la représentation des 5 régions. Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences, leur probité, leur impartialité, leur moralité et leur sens patriotique. La commission est composée de 3 membres désignés par le gouvernement, de 3 membres désignés par le président de l'Assemblée nationale, de 3 magistrats, de 3 représentants de la société civile, d'une personne désignée par chaque parti politique et d'une personne désignée par chaque candidat indépendant. Elle a pour principale mission de veiller au bon déroulement des élections et le contrôle du scrutin dans les bureaux de vote aux côtés des observateurs internationaux. Les précisions avec le président de la CENI, Abdi Ismail Hersi. C'est un énorme honneur pour moi de participer à vos côtés à cette importante réunion plénière de la CENI, de la Commission électorale nationale indépendante, dédié à l'organisation et à la planification de contrôle des activités électorales pour les élections présidentielles 2016, du 8 avril prochain. Ce mandat, comme vous le savez, nous est confié par le décret numéro 2010-024. Être membre de la CENI est à la fois un grand honneur et une lourde responsabilité à assurer en faisant preuve de patriotisme. Le choix porté sur chacun d'entre nous a été mûrement réfléchi et on attend de nous un travail exemplaire. Un travail exemplaire. Les autorités qui nous ont désignés, les uns et les autres, quelles que soient nos origines fonctionnaires, membres des partis, magistrats, membres de la société civile, je crois qu'on ne doit pas décevoir les gens qui nous ont investis de leur confiance. Notre mission première, avant le jour des élections serrées, donc, la supervision de l'opération de distribution des cartes électorales ainsi que la vérification de la liste électorale. La représentation au sein de la commission chargée de répartir le temps d'antenne entre les différents candidats. La préparation d'un document répertoriant les textes législatifs et réglementaires destinés aux observateurs internationaux et aux jeunes délégués de la CENI les jours des élections. À quelques semaines de l'heure fatidique, la CENI a entamé ses activités de contrôle et de surveillance
en se rendant notamment dans les 5 arrondissements de Djibouti-Ville et de Balbala pour constater de visu l'état d'avancement des distributions des cartes électorales auprès des sous-préfectures. Page culture à présent, du 22 février au 31 mars 2016, l'artiste Thomas Dreyfus expose des œuvres originales à l'Institut français de Djibouti. Un vernissage de l'exposition intitulée Passage était organisé hier en présence de l'artiste et de nombreuses personnalités. La suite dans ce commentaire. L'exposition Passage est l'événement culturel majeur de ce début d'année à l'Institut français. Un vernissage de l'exposition intitulée Passage était organisé hier en présence de l'artiste et de nombreuses personnalités, dont Mme Asna Barkat Daoud, ministre de la Promotion de la Femme et du Planning Familial, et M. Christophe Guilou, ambassadeur de France. Plus d'une centaine de personnes ont ainsi pu découvrir une série de portraits de Djiboutiennes et Djiboutiens. L'artiste Thomas Dreyfus, qui trouve l'essentiel de son inspiration à Djibouti, présente une série de portraits de Djiboutiennes et Djiboutiens. Né en 1974, Thomas Dreyfus vit, travaille et expose régulièrement en région parisienne. Après des études d'histoire et d'archéologie à l'université Paris 1, il suit un cursus d'art plastique afin de mettre sa théorie en perspective. Depuis plus de 10 ans, il enseigne les arts plastiques aux jeunes migrants. Il pratique aussi bien les dessins que la peinture, essentiellement dans une veine figurative. Dreyfus réalise des œuvres colorées avec des touches larges et épaisses. Illustrant le plus souvent des personnages isolés, l'artiste met en valeur les émotions des corps et des visages. Dreyfus l'affirme, la peinture est une fenêtre sur sa propre histoire. L'histoire est celle en train de se faire. Cette soirée est un peu particulière pour moi parce que c'est une... Ça fait très longtemps que je voulais exposer en Afrique et symboliquement c'est important pour moi d'être à Djibouti aujourd'hui parce que ça fait partie de mon sujet de travail depuis une quinzaine d'années et je suis très heureux d'être reçu à l'Institut français aujourd'hui et de pouvoir vous présenter mes œuvres. Alors c'est un message et l'exposition s'appelle Passage. Donc moi je viens à Djibouti, donc ce que je vous disais depuis une quinzaine d'années. Et mon travail est un travail qui se joue sur le contraste et le contraste aussi entre l'environnement djiboutien et la vie que j'ai, je suis parisien, et la vie que j'ai à Paris. Et j'essaie de mettre en relation dans mon travail justement ces deux environnements, à la fois des personnes qui vivent à Djibouti et un environnement qui m'est plus propre, qui est un environnement de vie citadine. Son regard et sa peinture s'enrichissent de ses séjours à Raïsali, où résident ses proches. Les êtres qui y côtoient, leurs valeurs et leurs trajectoires nourrissent son travail artistique qui s'est organisé autour de multiples contrastes. Progrès et nature, modernité et tradition, humanité et animalité, Afrique et Occident. Sur cette relation, on a une maison ici à Raïsali depuis longtemps et donc j'ai appris, tous les gens qui sont présentés ici ce soir sont des personnes que je connais, avec qui j'ai grandi depuis une quinzaine d'années et donc voilà, j'ai une relation particulière avec eux. Ce sont des Djiboutiens et qui sont rentrés, qui voyagent aussi à travers mon travail. L'Institut français de Djibouti accueille ainsi un artiste et des œuvres qui incarnent les échanges culturels sans cesse révisités entre la France et Djibouti. La deuxième séance du championnat sportif scolaire attaque sa troisième semaine de compétition et se poursuit au LIC pour le basketball, les filles et les garçons catégorie collège et le football catégorie garçons au collège de Fukuzawa. Au LIC, 18 équipes issues de tous les collèges de la capitale se sont affrontées hier après-midi en basket avec les résultats suivants pour les garçons Blaus. Hayat Al-Saïd avec 20-0 Fukuzawa bat Dogley sur le score de 7-5 et enfin Palmeraie 2 bat Gobot 1 par le score de 5-4. Pour les filles toujours en basket au Ligue, Humbuli bat Gobot 1 sur le score de 9-7, Fukuzawa bat Dogley sur 7-6 et Gobot 4 bat Palmeraie 1 sur le score de 5-2. Pour le football, les équipes de 8 établissements se sont disputées sur le terrain du collège de Fukuzawa et dans les premiers matchs catégorie du collège. C'est en moyen. Donc ici, 10 établissements étaient présents. Donc la moitié, 4, vont aller en demi-finale pour la semaine prochaine. Et à Fukuzawa, il y a le football qui s'est déroulé. Et au football, nous avions cette semaine 8 établissements qui ont joué. Et sur ces 8 établissements-là, la semaine prochaine, il y aura la demi-finale qui aura lieu aussi à Fukuzawa avec les équipes qui se qualifient aujourd'hui.
Direction Tadjoura, où s'est tenue une réunion de concertation portant sur les remboursements des sommes octroyées par la Caisse populaire d'épargne et de crédit des régions du Nord, sur les capacités de financement des projets soumis par les jeunes et enfin le soutien du secteur de la pêche qui s'est déroulé hier à la Ville Blanche. Cette réunion d'évaluation de la situation des fonds alloués à la CPEC des régions du Nord se déroule tous les 3 mois environ. La rencontre s'est déroulée en présence du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouita, du président du conseil régional, Hassan Hussein, ainsi que des responsables de la caisse d'épargne des crédits des régions nord, à savoir le président du conseil d'administration, la députée Oumma Mohamed Hamid, le vice-président Ali Ahmed Hassan et Abdel Ahmed, directeur de la microfinance. Cette rencontre a regroupé les bénéficiaires des microcrédits. Les préfets de la région pour son soutien actif toujours dans la région et les conseils régionaux, ainsi que les présidents de la République toujours à nos côtés pour le développement de la région et bien sûr sans oublier la Première Dame. Nous remercions vivement la Première Dame, son Excellence Madame Khadra Mahmoud Hay. Par la suite, les responsables de la CPEC du Nord ont rencontré les jeunes porteurs de projets pour les informer sur les crédits jeunes diplômés, sur les conditions à remplir en vue de l'élaboration des projets fiables dont les financements correspondent à la fourchette définie pour les crédits jeunes diplômés. Enfin, une rencontre avec les pêcheurs a été organisée par le biais de l'association des pêcheurs. À cette occasion, l'ensemble des pêcheurs ont été informés sur les opportunités qu'offre le projet Prarev, financé par le FIDA en matière de soutien financier aux bénéfices du secteur de la pêche. L'objectif principal de ces rencontres étant non seulement de motiver les hommes de la mer que sont les pêcheurs, mais surtout de donner à ces derniers les moyens d'exercer leur métier dans les meilleures conditions. Une réunion portant sur les conséquences qui résultent de l'afflux massif de réfugiés et de migrants économiques dans notre pays s'est tenue hier aussi dans la région de Tadjoura. Cette rencontre a été prise à l'initiative de l'Organisme international des migrations, l'OIM, qui a conduit une délégation représentant les organismes et pays qui soutiennent l'agence onisienne. Cette réunion a également vu la participation de responsables administratifs et sécuritaires de la Ville Blanche et d'Obok, à savoir tous les secteurs concernés par la problématique posée par les migrants et les réfugiés. Au cours de cette rencontre, toutes les parties ont échangé leurs points de vue et des explications ont été fournies. L'on a abordé diverses questions liées à la sécurité, la santé, l'hygiène et la question du profit que certains hommes tirent de la détresse d'autrui. Les préfets des régions du Nord, Abdelmalik Mohamed Banouita et Hassan Dabel Ahmed, ont pris part à cette réunion. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, les gendarmes de la brigade d'Ali Séville ont mené une opération dans le secteur de Iskrotir. Au cours d'un contrôle routier, les gendarmes ont découvert dans un véhicule de marque Land Cruiser une marchandise de khat de contrebande composée de 7 colis de khat contenant 200 boîtes de khat, chacun d'une valeur marchande de 1 775 000. Ces marchandises ont été transportées dans des contrebandiers qui ont contourner la frontière de Galilée en vue d'échapper à taxe douanière. Une fois poste de contrôle passé, les marchandises ont été embarquées à bord du véhicule Land Cruiser à destination de la capitale. L'intégralité de la marchandise a été détruite par le feu et le véhicule ayant servi au transport de celle-ci a été immobilisé. Les 3 personnes impliquées ont été déférées à la justice pour répondre de leurs actes pour écrouer à la prison de centrale de Gabot. Et dans l'actualité hors de nos frontières concernant la crise syrienne, Washington et Moscou se sont entendus pour relancer le processus de négociation entre les représentants du régime et de l'opposition. Explication dans ce reportage. C'est un nouvel espoir de paix pour la Syrie. Washington et Moscou ont trouvé un accord de cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur samedi. Cet accord a été annoncé après un entretien téléphonique entre Barack Obama et Vladimir Poutine. La Russie a été à l'initiative de cette conversation, mais l'intérêt était assurément mutuel, a précisé le président russe lors d'une allocution télévisée. Au cours de cet entretien, nous avons formalisé les déclarations conjointes de la Russie et des États-Unis en tant que co-président du groupe international de soutien à la Syrie.
Moscou fera le nécessaire pour que le régime de Damas respecte l'accord de cessez-le-feu, a assuré le président Poutine, qui appelle les États-Unis à faire de même avec leurs alliés. Mais Moscou a continué à envoyer hier soir et ce matin ses avions bombardiers pour frapper les positions de la rébellion armée, entraînant mort et destruction. À Washington, les porte-parole de la Maison-Blanche s'est montré prudent après cette entente. Nous savons qu'il y a beaucoup d'obstacles et qu'il y aura sûrement de revers. Cela fait des années que nous essayons de trouver une solution diplomatique aux nombreux problèmes qui affectent cette nation qui a éclaté en morceaux, a-t-il déclaré. L'accord entériné par les Russes et les Américains et qu'on veut imposer à l'opposition syrienne n'inclut pas les fronts al-Nusra jugés alliés à Al-Qaïda ni les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. C'est cette justification qui autorise les Russes à poursuivre leur aide meurtrier contre les Syriens. Et c'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité.